Day Trading, le podcast, l'épisode bonus. Un merveilleux bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. On a un épisode spécial, un épisode bonus qu'on a décidé de faire avec un de nos chouchous. Là. On pense que c'est clair et ça a été nommé, Marc Laliberté. Je passe rapidement à l'introduction parce qu'on est rendu à notre 5e épisode d'affilée de cette série-là. Puis, dans le fond, on va quand même souhaiter aller directement au sujet, mais je vais quand même prendre le temps de saluer mes complices. Donc, en premier lieu, comment ça va, Fuji, le grand sage de la bourse? Ça va super bien. Super bien. Présentement, je suis en train de lire sur les internets, ça parle beaucoup de récession, mais ça n'arrive pas. Il y a un membre, il a dit quelque chose, ça m'a fait sourire. Il dit, on est en train d'assister à la plus longue récession, mais sans récession. C'est beau, en tout cas, je trouvais ça drôle. Une grande récession sans récession, c'est celle qui fait moins mal, peut-être? C'est ça. Mais bref, ça va bien, ça va bien. J'ai dit grand sage parce qu'on est allés souper ensemble il y a quelques temps, là, puis on a eu des grandes discussions sur l'avenir, on a jasé de nos passés respectifs où on était effectivement moins sages, puis on s'est rendu compte qu'on était rendu justement pas mal plus sage que dans notre jeunesse, mais je pense que c'est une bonne chose. C'était quand même super équilibré, donc c'est pour ça le titre de la journée. Et deuxième complice, Marc Laliberté. Comment ça va, mon cher Marc? Ça va super bien. C'est super d'être de retour avec vous, les amis. Puis l'expérience du podcast pour toi, j'ai comme un feeling que c'est cool, que t'aimes ça, hein? C'est vraiment cool. C'est vraiment, vraiment cool. C'est vrai, moi aussi, je le partage. C'est vraiment, vraiment agréable de faire ça. On développe une belle complicité tout le monde, puis de savoir qu'on fait une différence dans la vie des gens en plus à travers ça. Je peux pas imaginer plus beau loisir, là, si on veut, dans la vie. Ouais, les gens ne le voient pas, mais nous, on se voit. Fait que ça rajoute au plaisir de l'enregistrer réellement. Oui, effectivement. Si on était juste au téléphone, là, ça serait différent. Donc, on va rentrer direct dans l'action. On vous a préparé un pot pourri de sujets qui habite notre invité, puis qui nous habite aussi de plus en plus. Je vous l'ai dit dans le premier épisode de la série que Marc, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. On l'entend régulièrement nous partager ses idées, tout ça. Puis aujourd'hui, on va réfléchir avec lui pour le plaisir, pour le note, en tout cas, puis pour le vote, on l'espère. Puis on va essayer, dans ce pot pourri-là, de ressortir des idées puis des réflexions pour grandir tout le monde. Donc, pour commencer, des réflexions à avoir sur nos approches de trading. Là. Puis là, je reviens un petit peu, on l'avait couvert dans un autre épisode, mais je veux revenir à ça pour revenir à la base. Quand tu as commencé à investir, Marc, c'était quoi ta première approche, ta première technique là, que très naïvement tu as mis en place, de façon intuitive même, je dirais? Là? Exactement. Donc, au début, j'ai vraiment commencé naïvement, je pense que c'était le bon mot. J'ai commencé à m'intéresser aux choses qui m'entourent. Je parlais de Apple, je crois, dans un des premiers podcasts. Puis je voyais les gens là, qui faisaient la file pour aller s'acheter des iPods puis des iPhones. Puis, pour moi, c'était évident qu'il y avait un intérêt. Puis je me suis vraiment... Moi, c'était les compagnies. Au début, c'était vraiment, là, je focusais pas sur la bourse ou je focusais pas sur les charts puis tout ça, là, les graphiques. C'était vraiment, j'avais un focus sur les compagnies. Puis, vraiment, ce qui m'entoure, de voir quels produits j'utilise, qu'est-ce que je vois, l'engouement autour de moi. Et on pourra nommer certaines compagnies, mais c'est exact, c'est vraiment la façon dans laquelle j'ai vraiment commencé. Et je ne m'intéressais pas à la valeur de la compagnie, je m'intéressais vraiment au potentiel. Exemple, Couche-Tard. Couche-Tard, c'était pas un secret, à un moment donné, tu vois que ça popait partout. Tu les voyais partout. Je me dis, il faut que j'achète Couche-Tard. C'est un exemple, là, mais c'est vraiment la façon que j'ai commencé. Mais ça se faisait physiquement. Tu étais en personne, tu voyais, dans le fond, le comportement des acheteurs, des clients. Oui, c'est vraiment ce qui me frappait. C'est encore ce qui me frappe. Puis honnêtement, c'est la technique ou l'approche qui me sert le mieux depuis le début. C'est sûr que ça allait changer, là, mais... Une petite question, parce que tu as parlé de Couche-Tard, puis j'imagine que tu es au courant. Couche-Tard, qui rentre en Europe, là, ils ont acheté beaucoup de compagnies, des stations-service, je crois. Tu penses pas que ça pourrait faire un peu comme Jean Coutu dans le temps, quand ils sont rentrés aux États-Unis, puis ils ont acheté, je pense, 1500 pharmacies. Ça avait été comme un flop, je crois, dans ce temps-là. Couche-Tard, là, qu'est-ce que tu penses de ce move-là?
Ben, je sais pas, c'est une question piège. Là. Ben, non, je sais pas. Souvent, quand une compagnie, Couche-Tard, c'est quand même gros, là, mais là, ils ont vraiment rentré solide en Europe, là, en achetant, je pense, c'est Total Energy ou... Écoute, là, je vais faire des vérifications tantôt, là, mais... Ça dérange même les politiciens en Europe parce que moi, je les ai vus en session parlementaire, là, puis ça parlait de ça. Comme quoi que c'était comme s'ils perdaient le contrôle du local, là, de leur pays. Couche-Tard devenait le méchant. Mais bon, on veut pas jouer pas prophète de malheur, puis on veut pas jouer à Nostradamus, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner, ce move-là, sur Couche-Tard. D'après moi, ils essayent de faire un home run, là, comme au baseball. Là. Moi, je dirais qu'il faut faire confiance au gestionnaire parce qu'il a prouvé par le passé qu'il était un excellent gestionnaire. Oui, effectivement. Je vais y faire confiance, on va se dire ça comme ça. Même Couche-Tard, ils vont avoir le défi de l'électrification des véhicules parce que l'essence, c'est une stratégie pour faire entrer les gens dans leur dépanneur. Là. Donc ça va changer le comportement. Là. Exactement. Quand tu attends 5 minutes pour mettre de l'électricité, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu vas t'acheter un gratteux, tu vas t'acheter une liqueur. Mais là, au lieu d'être juste un dépanneur, ça va peut-être être un café parce que ça va prendre 20 minutes ou ça va prendre une demi-heure ou ça va prendre plus de temps. Fait que ça va changer. Mais honnêtement, dans le cas de Couche-Tard, présentement, je trouve que c'est plus difficile. T'sais, on en parle. Oui, non, qu'est-ce que tu en penses? On ne sait pas. Mon approche initiale était plus vraiment, je ne vais pas dire tangible, là, mais il n'y a pas de doute. Là. Dans le sens que, Apple, quand ça sort les iPhones, il n'y avait pas de doute à se poser. Ça va-tu marcher, ça va-tu pas marcher? On le voit, là, tu sais. Puis quand je parlais de Couche-Tard il y a quelques années, ben, quand on a vu qu'ils ont commencé à changer les provisoires puis tous les dépanneurs autour de nous autres, ben c'est même pas à se poser des questions. Là. Tu le vois là, que ça se fait. Là. C'est en train. Là, pour moi, il n'y a pas de questions à se poser si on veut. Là. Fait que c'est un peu ça, tu sais. Donc, apprenons à observer autour de nous dans le monde physique et non pas être juste sur nos écrans. C'est ça que ça veut dire. Exactement. Mais bon, pendant que vous jasez, je viens d'aller voir sur Internet et puis Couche-Tard ils ont acquis, c'est ça, Total Energy, 2200 stations-service pour 4,5 milliards, mais sont déjà présents en Europe. Là. Ils ont déjà de 3100 magasins. Donc, bref, on peut fermer la parenthèse, mais c'est rien de nouveau pour eux autres. Là. Ils sont dans les pays nordiques depuis plusieurs années déjà. Ouais. Fait qu'ils sont à l'avance par rapport au discours électrique, on va dire. Colin, tu connais ta business, je viens de lire ça en live, là, c'est ça. Ils ont fait leur premier pas outre-mer avec l'acquisition du détaillant norvégien Statoil en 2012. Fait que Marc, il connaît tout. Il vient de gagner des points encore aujourd'hui. Non, mais je connais pas tout. Mais c'est ça. Après ça, je peux nommer d'autres compagnies. Mais exemple, Tesla, tu sais. Et Tesla, ben quand ça a commencé, moi, j'ai un ami qui a acheté la première Tesla, il y a 12-13 ans. Là. Même plus peut-être, là, la Roadster. Mais ensuite, ça a pris du temps avant que ça continue. Mais quand j'ai commencé à voir là, que les Tesla poussaient dans les rues chez nous, et je suis allé masser, tu sais, François, je pense que je t'en avais parlé, je suis allé masser sur le trottoir, puis je regardais les Tesla rentrer, sortir chez le concessionnaire, puis je regardais les clients rentrer, sortir le samedi après-midi. Moi, dans ma tête, j'étais comme, c'est comme Apple, quand ils ont commencé à sortir, puis que les gens allaient faire la file d'attente pour aller chercher leur Apple le matin, comme s'ils allaient chez Ticketmaster pour acheter des billets de Guns N' Roses. Donc, c'était ça. T'sais, pour moi, il n'y a pas de doute. Cette compagnie-là est en expansion. As-tu des dettes, pas de dettes? Bon, on peut se lancer dans tout ça, mais elle est en expansion. Et pour moi, ça a été un changement. En fait, c'est là que j'ai fait la relation entre ce que je faisais avant, ce que je comprenais, ce que je voyais, en fait, et que là, j'ai vraiment associé ça plus à la croissance sans même le savoir. Après ça, il y a d'autres approches que j'ai faites dans lesquelles j'ai complètement éliminé. Il y avait des approches que j'avais encore il y a quelques années que j'essayais, c'est d'acheter des compagnies que je trouvais qui étaient en difficulté, que je voyais qu'il y avait un potentiel, que je trouvais pas cher, qui était en difficulté, puis je me disais, ils vont remonter à la pente, t'sais. Puis je me suis complètement détaché de ça. Tu sais, ça a fonctionné, ça fonctionnait pas, ça fonctionnait, mais c'est là que j'ai vraiment fait l'association avec les graphiques, les prix, puis me dire, mais pourquoi la compagnie qui est en difficulté, le prix continue de descendre, puis que je me bats à essayer de l'acheter, puis que ça continue de descendre. Puis j'ai vraiment, à un moment donné, j'ai allumé, là, tu sais, j'ai fait, okay, qu'est-ce qui fait que le prix monte? C'est que la compagnie est en croissance, tu sais. Donc, on va en parler un peu plus tard, mais
sans croissance pour moi. Bref, c'est un peu la relation que j'ai faite entre pas cher, une compagnie pas chère que j'aime, mais une compagnie qui pourrait être plus chère, mais qui est en croissance pour moi, a plus de valeur aujourd'hui. T'sais. Une autre approche que tu as utilisée puis que tu t'étais laissé inspirer par Peter Lynch, qui est quand même un grand investisseur. Donc, je te laisse le soin de nous la partager. Ben Peter Lynch, c'est ça. C'est qu'est-ce qui t'entoure, tu sais. Si t'es un docteur, si tu travailles dans les hôpitaux, peu importe, ben tu comprends ce qui t'entoure, ces hôpitaux. Moi, je connais rien là-dedans. Donc, je ne vais pas aller investir dans des compagnies pharmaceutiques ou des compagnies de ce style-là. Je connais absolument rien là-dedans. Donc, tu sais, c'est ça un peu la base. Tu sais, j'ai des exemples. Exemple, tu sais, je parlais d'Apple, Tesla. Ben, j'ai eu une auto électrique dans le temps. Puis ça, Lululemon. Tu sais, quand ma blonde voulait avoir des pantalons Lululemon, puis la mode du yoga, puis tout a sorti, ben pour moi, c'était flagrant que Lululemon allait être en expansion, tu sais. Garmin, j'étais un fan, tu sais, je faisais des triathlons il y a quelques années, fait que là, c'était les Fitbit, les Garmin, ça a sorti. Bon, Garmin, c'est beaucoup plus que des montres, mais, tu sais, encore là, j'allais dans le bras, ma Garmin, tu sais. Fait que je m'éloigne pas de ce que je connais. Yeti, je vous ai raconté l'histoire un moment donné entre amis, là. Ben, Yeti, je magasinais des thermos, puis je trouvais pas de thermos, puis à un moment donné, j'ai réalisé que dans tous les magasins, il y avait des stands à Yeti qui poussaient. Tu sais, ben, ça prend pas la tête à Papineau pour comprendre que Yeti est en expansion, prennent du marché, puis sont en train de pousser les autres compagnies à côté, tu sais. C'est quand même la qualité, Yeti, je crois. J'étais allé dans un magasin, là, puis je crois que la madame m'avait dit c'est comme garantie à vie ou garantie 20 ans. Je veux dire, quand tu es capable de garantir quelque chose plusieurs années, je pense qu'on tient quelque chose de solide, là. Ouais. Tu sais, puis on parle des fois, là, je joke avec AEW, là. Mais tu sais, regardez autour de vous, là, tu sais, les Burger King, les McDo, les Wendy's, ben, moi, je vois que les AEW poussent au Québec, tu sais. Puis... oui, ça revient en force, hein? Ben, clairement, là, les Burger King disparaissent, puis AEW pousse. Ben, ouais. Tu sais, qui prend les parts de marché de l'autre, ben, c'est même, je le vois là. Donc, ça veut pas dire demain matin, tu te lèves et tu achètes un AEW. Et c'est là, dans le temps, c'est ça que je faisais. Je me disais, waouh, OK. Puis là, je me levais le matin. Si c'était le 23 juillet que j'avais eu la pensée magique de me dire Tesla, c'est la compagnie du futur, je me levais, j'allais l'acheter. Là. Ça, c'était l'erreur que je faisais dans le temps, tu sais. Mais il faut juste, comme tu dis, il faut juste regarder alentour de nous. J'ai un ami dentiste, puis lui, il pose des broches, puis c'est Invisalign. Il me parlait d'Invisalign. Invisalign, je pense que c'est fait au Costa Rica. Ça coûte pas une scène, ça, à faire. Ça a l'air. Puis ils sont cotés en bourse. Je sais pas si tu as regardé ça, Invisalign, là, mais ça pousse. Il dit, achète ça. Je te dis, ça coûte pas cher à faire, puis on vend ça une fortune. Ça, et finalement, cordonnier mal chaussé, je ne l'ai pas acheté. Mais bon, oui, c'est ça. Il faut regarder alentour de nous, puis il faut écouter. Là. Comme tu dis, si un professionnel il est dans le milieu, puis il connaît sa business, là. Si on la connaît, c'est encore mieux. Puis là, on va quand même répéter aux gens qu'il n'y a eu aucun conseil ici d'achat. Non. Non, on parle de passé. On parle du c'est passé. ça, on parle de passé. Tu sais, ça, c'est encore mieux. Mais ce qu'on retient de ça, ben, c'est que ce qu'on consomme puis ce qu'on connaît, ben, on a déjà une longueur d'avance. On a déjà comme un edge. Fait qu'on sait, tu sais, si c'est un bon produit ou un pas bon produit. Moi, c'est sûr, je suis en informatique. Fait que je vais avoir peut-être une facilité à aller regarder ça, ces produits-là, versus si je m'en vais en santé. Là, donc, je trouve que c'est inspirant. Puis je vais essayer, moi, de m'en imprégner plus dans l'avenir à ce niveau-là, dans le fond. Tu sais, au niveau de l'informatique, tu sais, il y a Logitech. Quand tu dis j'ai une souris Logitech, j'ai un clavier Logitech, ouais. Des caméras Logitech, ben je ne vais pas aller acheter d'autres compagnies. Ça, c'est la compagnie que... Ça veut dire que... Après ça, Microsoft, quand j'ai vu le virage Microsoft 360 ou 365... je suis pas informaticien, mais on le voit, là, que les compagnies s'en vont vers ça. Quand j'ai vu le subscription model, là, ben, quand j'ai vu que les compagnies commençaient à dire, OK, au lieu que le monde y aille downloader les logiciels illégalement, je me suis dit, tout tabarouette, OK, 10$, 15$, 30$, 50$ par mois, par année, peu importe. Là, je fais, wow. Moi, ça a fait un toutou. Les cloches ont sonné, tu sais, que ça soit AutoCAD, que ça soit Adobe, que ça soit Microsoft. On pourrait tous les nommer. Pour moi, c'était évident qu'en allant vers un modèle d'affaires de ce type-là, les bénéfices, les ventes, peu importe, allaient être en croissance. Ça ne pouvait pas là, que ce soit l'inverse dans ma tête. Fait tu sais, quand je parlais d'évidence, c'est ça, tu sais. Quand je vois des choses comme ça, pour moi, c'est comme il y a une cloche qui sonne.
Puis, comme je disais, dans le passé, l'erreur que je faisais, c'est que j'allais tout de suite, wow. Comme je disais, là, mettons, t'es le 8 octobre, tu penses à ça. Là, t'ouvres ton esprit, puis tu fais tes devoirs. Quand tu flashes là-dessus, là, tu commences ton vrai travail. Ben, en fait, le AA, puis ça, je pense qu'en tout cas, pour moi, ça a été vraiment là, une révélation. C'est pas parce que moi, le 8 octobre, je me lève, puis je me dis que, wow, faudrait que j'achète Microsoft, parce que tout d'un coup, moi, le 8 octobre, à 10h le matin, j'ai réalisé cette chose-là, que tout d'un coup, l'action va se mettre à monter, là, tu sais. Donc, c'est là que j'ai fait le lien en disant, OK, prends-le en note. Ça devient une compagnie potentielle à acheter. Puis ensuite, aller regarder mes graphiques, puis aller regarder plus en détail pour aller timer mon entrée, si on veut. Et non, parce que j'ai réalisé, en tout cas, avec Tesla, pour moi, c'était vraiment une révélation de me dire, mais pourquoi ça monte pas? Puis je comprends pas que ça monte pas. Pour moi, c'est évident. Mais c'est pas parce que c'est évident pour moi présentement que ça l'est encore à la bourse. Et que les gens ont vu ce que moi j'ai vu, ou bon, du moins les institutions ont décidé de le faire monter, peu importe. Mais donc j'attends que la bourse, j'attends que le marché s'aligne avec ce que moi je vois ou ce que je pense, et non me battre contre. On avait regardé, là, je me souviens, c'était un podcast ou hors podcast qu'on en parlait, mais ton Tesla, tu m'avais dit quand, puis on avait regardé les graphiques. Puis ça valait, je pense, 30$ quand tu avais regardé. Mais ça restait à 30$ pendant 2 ans. Puis tu sais, quand tu dis timer ton entrée, il ne faut jamais essayer de timer notre entrée, mais mettons qu'on veut mélanger un peu de technique avec ça. Mais tu sais, quand on prend un graphique, exemple de Tesla en graphique mensuel, mais quand il a cassé le 30$, la résistance, tu sais, après ça, il est parti comme un fou, là. Mais tu sais, quelqu'un qui embarquait dedans, au début, mais il aurait acheté à 30$, puis pendant 2-3 ans, ça reste à 30$, là. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est comme tu dis, c'est pas parce que le 8 octobre, tu te dis Tesla, c'est hot, que tu vas l'acheter tout de suite, là. Tu sais, tu peux en acheter un peu, juste pour dire que permettre de suivre le titre, hein. Tu achètes une action ou 10 actions, des fois, ça nous permet de... Je fais ça souvent, là. Tu sais, c'est ridicule d'acheter une action, 10 actions, mais oui, je le fais souvent. Juste pour dire qu'il est dans notre portefeuille, puis on le suit. Exactement. C'est ma façon, moi, de le mettre dans ma watch list, là, quand je vois vraiment une compagnie, là, puis elle, je le mets. Là. Je vais acheter 10 actions, effectivement, c'est puis ridicule, surtout, ça ne coûte plus rien maintenant, transiger, là, avec les frais de transaction. Je veux dire, avant, ça coûtait 5-10 $, mais là, ça ne coûte plus rien. Mais bref. Ouais. Puis, je reçois des notifications. Là, elle tombe vraiment plus sur mon radar, puis je n'ai pas vraiment de danger, là, ou peu importe. Là, puis, ouais. Fait que c'est un bon truc. Autrement dit, quand tu as mis un peu d'argent, ben, automatiquement, tu as un intérêt. Tu as comme un réflexe beaucoup plus important de la surveiller. Je trouve que c'est une bonne idée. Ben, c'est aussi qu'à un moment donné, la frustration vient du fait que Colin, 1 an et demi après, tu regardes parce que tu dis, bon, je devrais acheter FedEx. Puis là, tu dis 1 an et demi après, tu dis, Colin, j'aurais dû. Tu sais, ben, c'est dans ton portefeuille, même si tu as 10 actions de FedEx. Tu as fait le bon move quand même. Ben, mais t'as suivi. Tu sais, elle va pas t'échapper aussi facilement. Que c'est ça que je veux dire, que c'est dans une liste en dessous du comptoir, quelque part. Là. Donc, on va continuer notre exploration et on va s'en aller vers un sujet qui est quand même, tu en as parlé un peu, tu parles d'une compagnie en croissance. Tu dis, pour moi, c'est clair, une compagnie qui est en croissance, c'est comme ça, c'est à cause de ça que le prix va monter. Mais là, la question qui vient, c'est quoi exactement pour toi une compagnie en croissance? Oui. Tu sais, j'en ai parlé un peu, là. Tu sais, une compagnie, pour moi, qui est en croissance, c'est une compagnie qui a du potentiel, tu sais. Elle pourrait avoir été en croissance dans le passé, ça ne veut pas dire qu'elle va l'être dans le futur. Fait que pour moi, le potentiel joue un grand rôle, tu sais, pour essayer de penser si elle va continuer d'avoir de la croissance. Donc, la croissance des ventes. Pour moi, c'est important que les ventes augmentent. Si la croissance des bénéfices, les bénéfices montent, mais les ventes baissent, ben pour moi, c'est un red flag à quelque part. C'est-à-dire qu'ils baissent les dépenses. Donc, tu pourrais avoir une croissance des bénéfices, une réduction, on coupe de la main-d'œuvre. Bon, l'action va peut-être monter pareil, là, parce que le marché aime ça. Quand on coupe de la main-d'œuvre, mais pour moi, c'est éphémère. Ça veut dire qu'il va y avoir de la croissance à long terme. Donc, ce que j'aime voir, en fait, c'est la croissance des bénéfices, la croissance des ventes. Et... Avant que tu ailles plus loin, parce que tu as parlé de le bénéfice versus la croissance, mais effectivement, moi, je me semble qu'on l'a vu dernière semaine, dernier mois, Facebook, il a fait des mises à pied, puis il a remonté. Parce que son bénéfice devient meilleur. Fait que ça en est une stratégie des dirigeants pour niveler la valeur de l'entreprise vers le haut. Fait que qu'est-ce que tu dis là, c'est tellement important parce que c'est pas la même raison
que s'il y a vraiment un développement qui se fait, là, puis que... Ouais. Donc, le résultat est un peu le même à court terme, dans le sens que les bénéfices vont augmenter dans le bilan financier. L'action monte parce qu'effectivement, les bénéfices montent. Mais est-ce que ça va continuer par la suite? Bien, ils ne peuvent pas juste couper. En tout cas, pour moi, ce n'est pas une compagnie en croissance de dire on fait des coupures. Ceci dit, l'action peut monter, les bénéfices peuvent monter, et ensuite, la croissance peut arriver, apparaître pour vrai, et là, elle va continuer de monter. Ça ne veut pas dire qu'elle va planter après, là. Donc, mais pour moi, des coupures de salaire, ce n'est pas égal à de la croissance. Dans le terme, quand je parlais de Tesla ou d'Apple ou de compagnies qui sont en train d'innover. Fait que donc, tu sais, croissance, ben, pour moi, c'est innovation. Tu sais, quand on parlait de potentiel, innovation, nouveaux produits, nouveaux services, ils sortent des nouvelles affaires, tu sais. Ils sortent des nouvelles choses. Quand Crocs, il y a longtemps, quand ils ont sorti les gougounes, là, Crocs, ben c'est assez flagrant là, que tout le monde en voulait. Là, fait que il n'y a pas de question à se poser là, dans ma tête. On le voit, tu sais. Fait que ensuite, ben, tu sais, là, on tombe c'est plus subtil, mais croissance des marges de profit. Donc, est-ce que les marges de profit s'améliorent? Ben là, c'est là que ça devient là, un peu là, les baisses de dépenses ou l'augmentation des dépenses vont influencer les marges de profit. Parce que pour moi, c'est tout en relation. Tu peux pas avoir plus de ventes, plus de... Mais si tes marges diminuent, ben c'est moins... Ça demande plus d'efforts pour faire un profit. Ça te prend plus de ventes, ça te prend plus d'efforts marketing. Ouais, ça peut être un cercle vicieux, même, autrement dit, là, si t'en baisses comme ça, ou si ta matière première, le prix explose, ben, ça change ta dynamique. On sait aussi que dans l'inflation, dans la dernière année, une grosse partie de l'inflation, c'était les entreprises qui augmentaient justement leur marge de profit. Là. Ça ne voulait pas dire que la matière première était plus chère, mais vu que la demande était plus forte, le producteur, lui, augmentait sa marge. Fait que... ouais. Donc, tu sais, là, on parle beaucoup de, un, l'autre, puis mais tu sais, quand tu dis, là, les bénéfices montent, les ventes montent, puis les marges de profit augmentent, ben t'en as trois, là, dans ma tête, tu sais. Les trois s'en vont converger. Tu sais, on parle souvent de convergence en technique. Mm-hmm. Ben moi, si les bénéfices, les ventes et les marges de profit augmentent, ben pour moi, il y a une convergence. Il n'y a pas un qui diverge par rapport à l'autre. Ouais. Donc, et c'est un peu l'approche qui a changé un peu. Là. Je suis venu rendre un peu plus tangible là, mon approche initiale que j'avais là, de voir du potentiel sans nécessairement le rendre tangible. Aujourd'hui, j'arrive plus à voir le potentiel de la compagnie, mais aussi être capable de... Puis à l'expliquer aussi. Tu es capable de le dire. Pourquoi tu penses ça? C'est pas juste un feeling, une intuition. Là. Exactement. Je suis capable d'aller plus dans le rapport financier puis dans pour aller valider ma thèse. Ouais. Si on veut. Oui, double vérification. Puis là, tu avais la croissance, mais à un moment donné, dans une discussion, tu nous as parlé de la croissance de la croissance. C'est quoi cette bébite-là? Hein, c'est une grosse bébite, hein? Mais tu sais, la croissance, mettons, pour avoir une compagnie, la compagnie, on va juste parler des bénéfices. Tu sais, la compagnie, pour avoir une croissance, on va dire 20% de bénéfices par année, elle augmente. C'est-à-dire que là, en mois de janvier, ils sortent le bilan financier, puis là, pop, 20% de plus. Mois de mars, 20% de plus. Au mois de juin, 20% de plus. Bon, on est d'accord qu'il y a une croissance. C'est linéaire. Très bonne croissance à 20%. Là, tu sais, j'ai dit 20% par trimestre. Là, c'est énorme. Là. C'est énorme. Ouais. C'est énorme, mais ça arrive. Mais pour moi, la croissance de la croissance, c'est de voir que d'un trimestre à l'autre, la croissance augmente. Fait qu'on pourrait voir, exemple, un trimestre du mois de janvier pourrait avoir une croissance de 5%. Ensuite, je pourrais voir au mois de mars que la croissance est rendue de 15%. Puis ensuite, je vois qu'au mois de juin, la croissance est rendue de 25%. Puis ensuite, la croissance est rendue de 40%. Il y a une croissance de la croissance. C'est-à-dire que la croissance n'est pas linéaire, elle est exponentielle. Et pour moi, c'est ce qui arrive quand les compagnies comme Zoom ou Tesla ou toutes ces grosses compagnies-là là, qu'on a vu exploser, tu vas voir une expansion de la croissance. Pas juste linéaire, parce qu'il y en a, là, tu sais, les grosses compagnies, là, souvent, c'est linéaire, puis il y a de la croissance, elle est soutenue, puis c'est parfait. C'est vraiment très bien, mais quand la croissance augmente, pour moi, c'est un gros signe. Puis on pourrait le voir par trimestre. Moi, quand je regarde par trimestre, bon, tu sais, encore là, on va sortir un peu, mais j'ai beaucoup basculé vers l'approche de William O'Neill, parti de Peter Lynch. Et
Et ensuite, je bascule beaucoup vers William O'Neill depuis plusieurs années. En fait. Et c'est là, en fait, mon influence là, de la croissance, puis de vraiment détecter les compagnies qui, à mon avis, vont exploser. Et, c'est un peu ça. Là. Oui, je vais mettre les références dans la description du podcast là, sur les investisseurs qu'on nomme, là, pour que ce soit facile aux gens de le trouver. Ouais. Puis là, on parle de trimestre. On parle de trimestre après trimestre. Moi, ce que je regarde maintenant, c'est, exemple, le trimestre de Noël comparé au trimestre de Noël l'année d'avant. Fait que, tu sais, si on fait une référence que tout le monde connaît, Dairy Queen n'est pas en bourse parce que Warren Buffett la possède entièrement. Mais, exemple, c'est flagrant, là, Dairy Queen, l'été, ça marche bien, puis l'hiver, c'est fermé, surtout au Québec. Donc, si tu compares le trimestre du mois de juin avec le trimestre du mois de mars puis le trimestre du mois de décembre, c'est sûr que tu vas avoir une décroissance. C'est évident, tu sais. Donc, ce que moi, je fais, c'est que je compare le trimestre de décembre avec le trimestre de décembre de l'année précédente, où je vais regarder le trimestre de juin comparé au trimestre de juin. Exemple, le trimestre de juin 2023 comparé à celui de 2022, comparé à celui de 2021. Donc, année après année, pour voir si, d'une année à l'autre, il y a plus de bénéfices, plus de ventes que l'année précédente. Puis, je vais faire la même chose par rapport à l'annuel, au EPS, Earning Per Share, bénéfice par action annuel. Je vais faire la même chose. Et c'est le même phénomène. Fait que si on voit que les EPS par année montent de 50 cents à 1 piastre, à 1 piastre et demi, à 2 piastres, mais je vois une croissance. Mais si je vois que les bénéfices par action annuels montent de 50 cents à 1 piastre et demi, à 3 piastres, à 5, à 8, peu importe, là, je vais juste donner des chiffres comme ça, on voit qu'il y a une croissance de la croissance. Il y a vraiment une expansion non linéaire. Puis ça, souvent, on va le voir aussi, la compagnie ne fait pas d'argent. Là. Souvent, la compagnie, tu vas voir les ventes monter en premier. Tu vas voir que les marges de profit sont bonnes, mais tu vas voir quand même que la compagnie arrive avec des... on parlait de PI, là, le PI est à 0, il est en bas, il est négatif. Les bénéfices par action sont négatifs, mais ils montent pareil. Fait que tu pourrais avoir des bénéfices par action qui sont négatifs, mais ils sont moins négatifs que le trimestre passé. Ah. Fait que si on retourne à l'idée de Tesla, quand tout le monde dit la compagnie n'est pas profitable, c'est sûr, ils investissent. Quand ils ont commencé à faire pousser là, des bornes à grandeur des pays des États-Unis et du Canada, mais c'est sûr que c'est de l'argent qui sort de la compagnie. Donc, les bénéfices sont négatifs, mais la compagnie faisait des ventes quand même en croissance. Puis à un moment donné, tu vois là, que à un moment donné, ils deviennent bénéfiques. Bénéfices, je dirais. Écoute, c'est un bon point. C'est pas juste regarder ça puis de retourner ça du revers de la main et de dire elle n'est pas profitable, mais c'est sûr qu'il y a plus de risques quand même là, quand tu t'en vas dans le... C'est ça, elle n'est pas profitable, mais tu vois quand même que les ventes augmentent énormément. Puis tu vois à un moment donné que même si c'est négatif, les bénéfices, ils sont de moins en moins négatifs jusqu'à temps qu'ils deviennent positifs. Puis là, c'est ça. Donc, pour les auditeurs et pour nous, là, exemple, les compagnies qui sont... Parce que moi, j'ai beaucoup une préférence à transiger et investir dans des compagnies qui sont déjà profitables depuis un certain temps. Mais mettons, quelqu'un qui voulait investir dans Tesla ou n'importe quelle autre compagnie qui n'est pas profitable, quels fondamentaux, mettons qu'on revient aux fondamentaux que tu regardais, quel indicateur fondamental tu regardes? Mais je regarde pas. Je regarde pas vraiment les ratios. Les ratios, on en a parlé. Honnêtement, je ne regarde plus vraiment parce que le PE, pour moi, il n'y a plus vraiment... Non, mais tu regardes peut-être les bénéfices. Malgré que la compagnie n'est pas profitable, mais tu peux regarder peut-être les revenus. Si tu vois les revenus. Les revenus, les bénéfices. Je regarde les ventes. Les ventes. C'est ça, les ventes. On peut, maintenant, avec TradingView, à vérifier, là, mais on peut-tu... d'après moi, ils ont une section fondamentale, puis on pourrait se mettre pour les auditeurs, là, puis pour moi aussi, si vous voyez des compagnies profitables ou non profitables, mais qui vous intéressent, peut-être juste mettre un indicateur de... Maintenant, avec TradingView, on a des indicateurs fondamentaux. Donc, peut-être, on peut rajouter, exemple, les revenus. Puis ça mettrait un graphique des revenus de la compagnie. Oui, c'est ça. Puis on met ça en histogramme, exemple, une moyenne mobile, puis on voit que les revenus sont tout le temps à la hausse. Fait que, c'est peut-être une bonne façon de... C'est un bon signe, peut-être de...
si à un moment donné, on veut investir dans une compagnie, qui n'est pas profitable, peut-être regarder la courbe des revenus, là, un peu comme Marc parle. Je pourrais résumer rapidement, là, produit innovant, là, là, on tombe vraiment dans le core de William O'Neill. Un produit innovant, un nouveau produit, je l'ai parlé tantôt, Apple, le monde sont dans la rue. Il y a un nouveau produit qui sort. Il y a quelque chose qui a changé dans la compagnie. Quelque chose, encore là, un nouveau produit. Mais ça peut être d'autres choses, pas toujours juste un nouveau produit. Il peut y avoir d'autres choses, un autre catalyseur qui fait que la compagnie, tout d'un coup, boum, revire. Et, l'exemple de Zoom que tu disais, à cause de la pandémie, c'est là que ça a explosé. Là, fait que le catalyseur, c'était pas le nouveau produit qui existait déjà, mais il est devenu utile subitement. Oui. On pourrait voir AMD quand ils prennent les parts de marché d'Intel, par exemple. Quand on a vu AMD, c'était évident quand tu fais des recherches que AMD, les processeurs, dépassaient Intel il y a quelques années. Donc, il y a un nouveau catalyseur. Ça, c'est une des premières choses. Ensuite, c'est qui est à la tête? Je sais c'est quoi le catalyseur, Marc, de ça. J'ai vu ça, je sais pas, j'ai pas validé, là, mais j'ai vu ça, c'est qu'il y avait un cerveau là, chez Intel, là, un des hot là, qui faisait que les processeurs montaient. Il est parti chez AMD. Fait que là, il a dépassé Intel. Là, il semblerait qu'il est retourné chez Intel. Ah, c'est un bon cue, ça. Il se promène de même, ça sera à vérifier. Mais ça veut dire que, tu sais, comme Apple, Steve Jobs, il a révolutionné tout. Un individu, ça peut changer toute la patente, là. Exactement. Donc, ça, je dirais que c'est la première chose, là, tu sais. Quand tu décèles quelque chose, c'est de mettre le doigt là-dessus, puis voir qu'il y a un nouvel élément. Il y a un catalyseur. Ensuite, comme je disais, les ventes qui augmentent. Éventuellement, les bénéfices, même s'ils sont négatifs, on voit qu'ils augmentent. Les marges de profit que je regarde pour voir s'ils sont en descendant ou en montant. Puis ensuite, l'argent. Pendant que Marc parlait d'AMD puis que vous parliez d'Intel, puis c'est vraiment pas mon domaine, mais la forte poussée d'AMD puis NVIDIA, ça aurait-tu rapport aussi avec le Bitcoin? Là? Ça se peut-tu que les cartes de AMD puis NVIDIA sont meilleures que Intel pour miner? Là? C'est les cartes d'NVIDIA. C'est NVIDIA oui. NVIDIA, c'est les cartes graphiques, là. Donc, AMD, c'est le processeur, à ma connaissance. Puis, le NVIDIA, c'est la carte graphique. Mais tu sais, c'est ça. C'est peut-être pour ça que ces deux compagnies-là ont poussé beaucoup par rapport à peut-être Intel. C'est sûr que les cartes graphiques... Oui. Mais comme tu dis, changement de direction, comme Patrick a dit, changement de garde d'un moment donné. Fait que là, on va faire un spread. On va vendre AMD puis on va acheter Intel. On va faire de l'argent d'un bord. C'est sûr qu'un côté, on va en perdre, mais on va en faire peut-être plus de l'autre. Bon, les amis, écoutez, le temps passe, puis on fait face à ce qu'on appelle une fatalité, une grande fatalité. C'est-à-dire que on en a trop de matériel à discuter, on a trop de désirs pour le temps qu'on a d'allouer. Donc, je vous annonce officiellement qu'on va avoir un autre épisode bonus, un épisode bonus. Et ça va être le dernier de la saison, le prochain. Donc, c'est une grande certitude. On doit absolument arrêter ça. Et on est très heureux. 4 saisons déjà de travailler. Et le prochain sera le dernier de la saison. Alors, profitez-en bien. Nous aussi, on va en profiter. C'est quelque chose qu'on adore faire. Et sur ce, je vous souhaite un bon 2 semaines, un bon trading à tous.